Cette semaine, dans notre épisode, que deviennent les batteries usagées une fois recyclées? Des exosquelettes mécaniques s'invitent sur les pistes de ski. L'intelligence artificielle quitte les data centers pour s'intégrer dans nos objets connectés. La 5G par satellite arrive dans les voitures. Une start-up française s'attaque au bout de béton. Le département américain de la défense bannit Anthropic. Les prix de la mémoire vive s'envolent et une révolution en marche. Coder sans coder, c'est désormais possible. Et pour cet épisode, le 13e épisode de cette saison 12, nous avons avec nous Thierry, en direct de Suisse. Salut. Nous avons également Aurélien, en direct de France. Salut. Nous avons Xavier, en direct de Belgique. Hello. Et puis nous avons Sébastien, en direct de France. Lille. Amis du petit jour, bonjour. C'est pas la France, c'est Lille. Les Flandres, monsieur, les Flandres. Vous allez bien, les amis? Super bien. On a un gros planning comme chaque début de mois, enfin chaque second mardi de mois. On a un gros planning bien chargé à vous partager. Donc on ne va pas traîner du tout. On va vous inviter d'abord à vous inscrire à notre infolettre si c'est pas encore le cas. Vous passez par lestechno.be pour tout savoir, parce que c'est par là que nous partageons, vous le savez, depuis le mois de septembre, notre veille technologique hebdomadaire. Et donc, si vous voulez avoir des informations continues sur ce qui nous intéresse en termes de technologie, bien c'est simple, vous vous abonnez et vous aurez donc ces différents liens chaque semaine dans votre boîte aux lettres. Pas de spam, juste un mail tous les mercredis sur le coup de 9h. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Parce que j'hésite entre la publication du podcast qui, elle, se fait le mardi. Donc voilà, vous savez tout, on peut y aller. Et on commence avec Thierry pour parler batterie et taux de recyclage des batteries. Mais pas celle-ci. Voilà. C'était pour accompagner en son notre ami et collègue Seb qui a rebondi sur le sujet. Oui, j'avais envie de vous parler de recyclage parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que les matériaux qu'il faut pour faire des batteries, c'est pas mal de les récupérer. Et puis, il y a un vieil adage qui dit, paraît-il, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mmh. Et donc, c'est une règle, hein, c'est la loi de Lavoisier. Lavoisier, voilà, qu'on salue bien s'il nous écoute. Qu'il s'abonne surtout. Et puis surtout, c'était l'occasion de voir que le recyclage, non seulement c'est pas inutile, mais que ici en Suisse, pour faire un peu mon chauvin, on s'en sort pas trop mal puisque on a des jolis taux de recyclage. Pour tout de suite se jeter dans les chiffres, vous avez une petite idée, par exemple, de combien de pourcentage sur les piles alcalines on arrive à récupérer, à recycler ce matériau entre 0 et 100%? 85. Je sais pas. 85. Aurélien a vu 85. Mes notes, c'est bien. il s'est préparé, il a été lire les liens. Il est très prépare les sujets des collègues, moi. Voilà, exactement. 85. À défaut de me les faire piquer. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça. 85, pour parler bien suisse, voilà, 85% des piles alcalines qui sont récupérées. Alors, faut pas tout de suite s'exciter en disant ouais, c'est super, c'est déjà pas mal et tout, parce qu'il y a du bémol dans tout ça, mais c'est quand même assez encourageant. Et puis pour les batteries lithium, entre 0 et 100%, vous dites combien? Je dirais 70, mais... T'étais pas loin, entre 70 et 75. Voilà, c'est quasiment ça. Alors pour parler de la Suisse, en fait, moi je me suis retrouvé à penser à ce sujet parce qu'en fait, avec ce qui se passe un peu dans le monde, effectivement, ces matériaux qu'on trouve à certains endroits et pas d'autres, eh bien, en fait, il y a toutes sortes d'initiatives qui voient le jour pour, par exemple, creuser et trouver ça, mais il y a aussi beaucoup plus d'initiatives pour simplement retravailler cette matière, la récupérer et la recycler. Par exemple, en Suisse, on parle pas moins de 11 000 points de collecte, donc ça peut être des magasins, ça peut être des centres commerciaux, des centres dédiés, tout ça. C'est gratuit en Suisse, forcément, pour récupérer. Il faut savoir qu'en Suisse, on a une sorte de
Ouais, une sorte de façon de faire autour de la récup qui fait un peu partie de notre ADN, un peu un truc germanique, j'ai envie de dire, parce que dès notre plus jeune âge, on est très sensibilisé par rapport à ça, donc on sépare. Et les le tri sélectif, voilà, le tri sélectif fait partie de notre ADN, on va dire. Moi, je trouve toujours ça un peu bizarre parce qu'il y a de gros enjeux financiers là derrière, mais bon, voilà. Et puis pour les piles, pour les batteries, eh bien c'est quelque chose maintenant qui est venu se greffer dessus. Alors comment ça marche ? Eh bien en fait, c'est nos amis de Barec, qui est une des grosses boîtes, un des gros acteurs ici en Suisse. Je suis pas payé pour le dire, hein, parce que il y a très peu d'acteurs et le peu qu'il y a, par exemple chez nous, eh bien ils font ça bien. Il y a un véritable défi puisque, par exemple, les batteries sont de plus en plus petites et donc il faut faire du tri manuel. C'est assez fou de voir qu'il faut désosser les appareils, il faut sortir. On a des boîtes d'ailleurs spécialisées pour récupérer l'or ou certains métaux. Eh bien, eux, ils sont spécialisés pour les batteries. Et c'était assez drôle lors de l'interview sur laquelle je suis tombé en cherchant les notes de cette chronique, eh bien de voir que il y a en gros un truc qui brûle par jour dans un centre de tri. Voilà, ça c'est devenu une sorte de règle d'or. Donc la sécurité, elle fait vraiment partie prenante de tout ce qui va autour de ça. Donc les mecs, ils bossent avec des équipements, des lunettes de protection, des gants, des outils adaptés, etc. Parce qu'il faut aller chercher ces fameuses batteries de plus en plus petites et des fois pas forcément avec des form factors très très pratiques. On doit séparer les piles alcalines du lithium, bien évidemment. Et puis pour le lithium, en fait, il y a comme une espèce de sable à chat qu'on met dans des grands récipients pour un petit peu stabiliser les déchets. On travaille aussi avec beaucoup d'eau, puisqu'il faut aussi pouvoir éviter les risques d'incendie. Donc les lithiums sont émergés effectivement dans de l'eau. Et puis c'est environ 3700 tonnes de lithium qui sont traités chaque année. C'est effectivement sur ces 3700 tonnes, principalement le lithium qui est récupéré. Mais là où le bas blesse, eh bien, c'est qu'on n'a pas les infrastructures ici en Suisse pour pouvoir retravailler cette matière première. Tout ce qui est cuivre, tout ce qui est aluminium, fer, enfin tout ce qui fait partie par exemple des piles alcalines, on sait faire, ça reste en Europe. Alors c'est pas forcément un circuit très très court. Donc il y a un côté, on va dire, vertueux qui est de récupérer, d'être sur des pourcentages de récup et de recyclage assez hauts. Mais par contre, là où le bas blesse, je pense que les enjeux sont là, c'est effectivement que même si ça reste en Europe, ça va prendre des camions, ça va peut-être passer dans des wagons pour être traité ailleurs. On a quelques centres ici en Suisse et il y a un spécialiste pour l'or qui travaille beaucoup maintenant avec les circuits imprimés pour récupérer ce fameux, ce précieux matériel. Et puis, ce qu'ils appellent la black mass, donc qui contient le cobalt, le nickel, le lithium, le graphite, soit environ 50% d'une batterie, eh bien ça, c'est exporté en Asie, en Corée du Sud, parce qu'il n'y a pas justement beaucoup de solutions ici actuellement en Suisse, encore moins en Suisse que dans le reste de l'Europe. Donc, j'ai été étonné en tombant sur ces chiffres que ça fait quand même pas mal d'années que les boîtes ici en Suisse travaillent ça. Ils sont devenus des spécialistes, par exemple, pour les batteries de véhicules de voiture. Ça y est, maintenant, ça devient des déchets. On parle de la voiture électrique comme effectivement l'avenir du véhicule, mais c'est aussi un pollueur en quelque sorte, puisque quand une voiture électrique rend l'âme, il faut la désosser. Et il faut savoir effectivement comment se prendre pour récupérer la batterie et la recycler. On arrive à récupérer 97% des matériaux. C'est très bien, le recyclage, et c'est vrai pour les batteries de voiture, comme sur les petites batteries qu'on peut retrouver dans les montres ou des choses comme ça, enfin de la plus petite taille jusqu'à la plus grande. Le seul truc, c'est que encore à l'heure actuelle, ce recyclage, je vais être un peu bougon pour le coup, mais coûte plus cher que d'aller extraire des matériaux dans la nature. Encore aujourd'hui, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on est mal payé sur cette histoire de recyclage quelque part. Oui, c'est mal payé. C'est un vrai problème.
c'est mal payé, ça coûte cher à la communauté. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais ceux qui sont en place le font bien. Ça a été le cas aussi, c'est une bonne remarque, parce qu'on a connu la même chose avec le verre. Il y avait une très très belle société ici en Suisse spécialisée dans le recyclage du verre. Et c'est l'argent qui a fait que, voilà, c'est l'argent qui a fait que, par exemple, cette filiale a été un petit peu abandonnée, et puis on part sur des types d'emballages différents. Eux, ils font pas que le fer, ils font pas que les batteries, ils font le fer, ils font les métaux, ce qui permet un petit peu de compenser. Et puis, j'étais très surpris de voir qu'ils étaient devenus spécialistes pour les véhicules électriques, pour les batteries qui les composent. Ils arrivent à un taux de 97% de récupération sur les matériaux que compose une voiture électrique, et ils utilisent 100% d'énergie renouvelable. Là, il y a une espèce d'effort qui est fait pour pouvoir faire que la mécanique qu'il y a autour fonctionne avec, on va dire, une énergie un peu propre. Mais tu as raison, là, le fait de devoir envoyer ça chez nos pays voisins ou même en Asie... C'est le problème de tous les recyclages, que ce soit des batteries ou d'autres choses. Moi, j'avais lu un article sur les capsules de café en aluminium, si tu vois ce que je veux dire. Où pour faire sans doute un peu de greenwashing, les magasins disent vous pouvez revenir avec vos vieilles capsules, on va les recycler, et ces vieilles capsules, à peu près seulement 5 ou 10% des gens effectivement les ramènent en boutique, pour les gens qui vont en boutique de la marque, ce qui est déjà une fraction d'une fraction. Et ces capsules remplissent un gros camion qui part en Italie. pour recycler l'aluminium de ces capsules. Donc l'effet est totalement nul par rapport à l'aspect écologique, on va dire, de l'idée du recyclage. C'est quasiment nul. Après, bon, on va pas non plus critiquer les efforts quand ils existent, mais il faut qu'ils soient réellement utiles. Et je pense que peut-être, pour revenir aux batteries, il y a une question de conception à la base. Comme de manière générale, un véhicule automobile, je pense qu'on conçoit plus aujourd'hui les voitures comme on les concevait avant, sachant qu'il y a derrière du recyclage qu'il va falloir détacher des pièces d'autres pièces, etc., etc. En informatique, on voit ça, c'est les fameux rapports de réparabilité des ordinateurs, où on sait aussi qu'il y a des trucs qui sont des grosses gouttes de colle avec à l'intérieur des composants, et que c'est quasiment impossible d'aller les récupérer. Ça prendrait trop de temps, trop d'énergie pour aller récupérer tel ou tel élément dans cette espèce de magma de colle. Je vous ai mis le lien justement du reportage vidéo. Allez voir, c'est assez bluffant de voir effectivement à quel point le travail est super manuel de récupérer ça, puisque d'un élément à un autre, d'un objet à un autre, pour récupérer la batterie, en fait, c'est un boulot de malade. C'est vraiment un travail de fourmi. Et effectivement, la rentabilité est pas au rendez-vous. Mais cette prise de conscience va peut-être faire bouger les lignes. J'ai vu qu'en France, on a aussi envie de voir si on arrive à créer ces éléments, ces matières premières, ou de les trouver peut-être sur le territoire, ou de les recréer. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que autant le pourcentage de récup et de recyclage est important, en tout cas il est pas anecdotique, autant effectivement on est encore dans des solutions très 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 cher pour pouvoir proposer ça. Xavier. Oui, mais merci Thierry pour ce chouette sujet qui m'a un petit peu inspiré. Je suis aussi attaché à tout ce qui touche un peu à l'environnement, et ça m'a rappelé un projet qui s'appelle Regenbox. C'est une start-up qu'on avait vue, d'ailleurs il me semble ensemble, quand on a été visiter la Maker Faire. J'avais vu leur stand, et en fait c'est une société française qui a développé une solution pour régénérer des piles alcalines. Donc en fait l'idée c'est qu'il y a des piles qui sont pas rechargeables mais qui peuvent être encore utilisées et régénérées partiellement. Et en fait sur leur site on peut voir que alors ils donnent quelques chiffres qui sont intéressants. En France en 2021, donc ça date déjà il y a un petit peu, mais il y avait 997 millions de piles alcalines qui étaient vendues en France en 2021. Chaque pile a un bilan carbone de 145 grammes de CO2, donc c'est quand même pour un petit truc, c'est quand même déjà conséquent. Ils expliquaient que sur 3 piles qui sont jetées, il y a une
pile qui est encore utilisable en l'état. Donc c'est vrai qu'en fait on a beaucoup d'appareils qui disent que les piles sont plates, mais on pourrait encore les utiliser dans d'autres appareils, comme une radio ou ce genre de choses. Il y en a une qui est régénérable, donc et ils ont un appareil dont je vais parler après. Et puis ils ont une pile qui doit être recyclée réellement. Alors ils vendent un petit appareil qui s'adresse aux collectivités pour régénérer de manière publique des piles, mais ils vendent aussi des espèces de chargeurs qui permettent de régénérer des piles qui ne sont pas censées être rechargeables. Ils ont 2 modèles, un qui est un peu en plastique et un qui est fait un peu pour les bricoleurs en bois avec des composants à souder, donc c'est en mode DIY. Donc je trouve le projet assez sympa et je viens de voir qu'ils sont en train de procéder. Ils ont terminé une levée de fonds ici fin janvier, dont je ne connais pas le résultat, mais donc si vous voulez aller voir ou en savoir plus, regenbox.org. Et tu peux rajouter le lien dans les notes de podcast, oui, si tu veux bien, Xavier. Ce sera tout à fait complet. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Je me tourne vers nos petits camarades. Non, j'avais vu aussi quelque chose, mais j'ai pas les références. Je suis pas aussi doué que toi, Xavier, sur un autre concept où ils récupéraient les cellules, parce que les batteries sont composées évidemment de cellules individuelles, et on récupérait ces cellules pour les reconditionner entre guillemets dans un form factor connu, normalisé entre guillemets, et qui permettait de donner une seconde vie aux batteries, pas les piles pour le coup, mais aux batteries, et qui donnait encore, parce qu'ils analysaient chaque cellule pour voir ce qu'elle était encore capable de délivrer, et qui donnait des batteries tout à fait utilisables encore pendant un certain temps, et qui pouvaient, ils avaient une norme, je sais plus, c'était 80 ou 90% de la charge globale, qui permettait de continuer à les utiliser dans d'autres cas de figure pour alimenter une radio ou des choses comme ça. C'est les fameuses batteries de voiture qui seraient plus bonnes et qu'on peut utiliser en batterie de stockage pour du photovoltaïque. Il y a ça aussi. D'ailleurs, il y a des batteries Mercedes, Tesla, etc. Qui proposent les anciennes batteries parce qu'elles ont plus besoin de délivrer beaucoup de courant en un coup comme sur une voiture électrique. Et là, elles sont quand même encore capables de délivrer pour pour la maison, en gros, pour stocker de l'énergie solaire, par exemple. Elles ont encore suffisamment de capacité. C'est un sujet passionnant avec lequel nous avons commencé cet épisode. Si vous avez des informations de votre côté, comme je le dis à chaque fois, et si vous avez des expériences personnelles, n'hésitez pas surtout à les partager en commentaire. Allez, on passe à Aurélien. On va parler d'exosquelettes mécaniques, tout chousse, pour parler comme les Suisses, qui débarquent sur les pistes enneigées à Noula-Noire. Et oui, j'étais passé un peu de temps en montagne et j'étais assez surpris de tomber nez à nez avec un exosquelette. Alors, on voit souvent les exosquelettes dans les grands salons, au CES, comme des ensembles de électronique, mécatronique avec des moteurs et autres qui aident et voilà. Mais un exosquelette, ça peut être autre chose. Ça peut être une structure mécanique en dehors du corps, par exemple, qui est là pour soulager ou pour aider. Avec des ressorts, par exemple, pas nécessairement de très haute technologie, mais c'est... la low-tech, on en trouve maintenant pas mal dans tout ce qui est logistique, tous les gens qui préparent des cartons. Des colis et tout ça. Des colis. Dans le bâtiment aussi, j'ai vu. Dans le bâtiment, exactement. Et alors, donc, je suis allé au ski et j'ai rencontré quelqu'un qui portait un Ski Mojo. C'est de ce dont je vais vous parler. Ça s'écrit SKI, plus loin Mojo, M-O-J-O, qui est un exosquelette pour les personnes qui ont des soucis soit de hanches, soit de genoux, des pathologies au niveau des hanches et des genoux et qui n'arrivent plus, ou en tous les cas qui ont des douleurs lorsqu'ils pratiquent le ski. Alors, pour vous expliquer un petit peu, et je vous ai mis des vidéos en note de podcast, on bénéficie du fait que en ski, on ait une chaussure rigide, et donc on vient chercher un appui sur le haut de la chaussure de ski pour y fixer une sorte de partie métallique qui remonte le long de la jambe. Et ces parties métalliques sont articulées au niveau du genou et il y a des ressorts qu'il faut tarer en fonction de votre poids. Un pur système mécanique, des ressorts, des câbles, il n'y a rien de plus. Et alors moi, j'ai pas essayé, mais en tous les cas, les gens qui ont essayé ressentent le fait qu'ils sont portés et en tous les cas posés, le haut de leur corps est posé
sur la chaussure de ski. Il y a un rappel du poids au niveau de la chaussure de ski. Et donc, ça leur permet de skier beaucoup plus confortablement, sans abîmer leurs genoux, sans abîmer leurs chaussures, leurs hanches, pardon. Ou la neige. C'est vrai, il ne faut pas abîmer sans ses abîmer chaussures. la neige. Voilà. Il y a une version snow aussi. Alors, c'est un peu plus complexe que les chaussures de snow ne sont pas forcément, sont pas aussi rigides que les chaussures de ski. Et en fait, je trouvais ça très bien de voir qu'il y a des exosquelettes, pas que dans les choses hyper tech. Il y a des boîtes qui lancent des exosquelettes dans des activités grand public. Le ski, je sais pas si c'est grand public le ski, mais pour un autre débat. Ça va être de moins en moins le cas, si tu veux mon avis. Oui, non, mais je ne parle pas des prix des forfaits ni quoi que ce soit. Mais... bref, donc il y aurait plus de 40 000 personnes qui auraient déjà essayé cet exosquelette. C'est pas fait pour vous faire skier plus vite. C'est fait uniquement pour vous apporter plus de confort lorsque vous avez des pathologies. Vous avez été opéré du genou, vous avez des hernies, Ça peut servir à certaines grandes championnes américaines comme Lindsey Vonn, par exemple. Ça pourrait lui servir peut-être à ses vieux jours, mais ou dans les mois qui viennent. Mais aux Jeux Olympiques, je pense pas que tu aies le droit. Non, mais je pense qu'elle est plus partie pour les Jeux Olympiques non plus. Mais elle a pris une jolie gamelle quand même. Voilà. Mais elle va se retaper, mais elle sera peut-être plus aussi, elle aura toujours envie de skier sans doute, mais peut-être plus à ce niveau-là, au niveau olympique entre guillemets. Et ce genre d'outils, c'est à ça que je voulais en venir. C'était pas juste pour être méchant. Ça peut permettre aux gens de continuer à profiter d'un sport qu'ils apprécient, malgré, comme tu le disais, certaines pathologies. Moi, j'ai un problème de ménisque, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais aller faire du foot, quoi. On va être d'accord. Voilà, je suis dans la cible, sauf que je ne skie pas. C'était ma petite chronique. Super, très hivernale. Bien. Donc ça va être bientôt, vous voyez, comme les vélos à assistance électrique, les gens qui se donnent bonne conscience en disant moi je fais du sport avec un vélo à assistance électrique, bientôt ils vont faire du jogging avec ce genre d'appareil également. Donc bonne conscience, je fais du jogging avec mon exosquelette à moi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas, Xavier ? Mais moi, je suis surtout intéressé par les exosquelettes dans le cadre des personnes qui ont un handicap moteur, parce qu'en fait, ou bien pour les personnes âgées, les exosquelettes sont vraiment l'avenir de la mobilité, j'ai l'impression, quoi. Ça va vraiment aider beaucoup de monde. T'as pensé à moi en parlant de personnes âgées ? J'ai pas cité de nom. Non, j'ai bien compris. Sébastien, peut-être ? Ouais, on va avoir des exosquelettes pour suppléer à nos os et nos muscles défaillants, une intelligence artificielle pour suppléer à notre cerveau. Le futur ne manque pas d'avenir. Oui, c'est exactement. Ouh. Ceci étant dit, dans certains exosquelettes très perfectionnés, il y a de l'intelligence artificielle aussi, prédictive, pour savoir quel mouvement vient après tel autre mouvement. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, fait ça très bien. Prédire quel est le mot qui vient après le précédent. Donc, le mouvement, ça devrait être encore aussi simple. Donc, voilà, c'est intéressant, effectivement, et je rejoins Xavier là-dessus, pour suppléer à des déficits physiques importants, voire on a vu des exemples. Je pense même que c'est une personnalité suisse, j'ai l'impression, qui avait fait une démonstration d'un exosquelette. C'est une personne paraplégique qui avait fait une démonstration d'un exosquelette il y a quelques années au CES, si je dis pas de bêtises, ou en marge du CES. Mais je peux me tromper. Sur sa nationalité, je peux me tromper. Mais je me rappelle en tout cas qu'il y avait eu ce genre de démonstration. C'était encore un appareillage assez volumineux et très encombrant, mais quand même pour se redonner de la mobilité et ne plus être sur des petites roulettes. Je pense qu'on peut, dans un premier temps, admettre ce genre d'appareillage. Ça, c'était Sébastien. Avec l'aide de Nana Mouskouri. Petit tambour s'en va. Sébastien, on va te passer la parole. On va parler de puces IA hybrides
Je vois que ça te laisse. Mon écran est un peu loin, j'ai pas mes lunettes. Ah ben voilà, on aurait besoin d'un. Il faut un exo-lunette. J'ai besoin d'exo-lunettes. Attendez, je regarde. Voilà. Non, mais j'ai décidé de pas parler d'un fait. J'ai décidé de pas parler d'un fait d'actualité, mais plutôt d'une tendance que j'observe depuis ce début d'année, même depuis quelques mois, fin de l'année dernière. C'est que l'IA ne vit plus seulement dans des data centers, mais est en train de devenir partie du silicone. Elle part du rack vers le portable. FOSDEM, la plus grande conférence open source en Europe, c'était en février à l'ULB à Bruxelles. Je parlais avec des gens d'une start-up qui développe des systèmes embarqués pour faire de l'IA embarquée, de l'IA on the edge. Alors, du machine learning traditionnel, on fait depuis assez longtemps, mais de l'IA générative, ça demande quand même pas mal de puissance. Et donc, il y a des challenges vraiment tout particuliers pour pouvoir embarquer des grands modèles ou des plus petits modèles, j'en parlais dans une seconde, sur des devices qui sont parfois la taille d'une carte de crédit ou à peine plus. Et puis là, pam, ça revient. Cette semaine, on enregistre la première semaine de mars, c'est le Mobile World Congress à Barcelone. Et que vois-tu pas que je vois, c'est Qualcomm qui sort une nouvelle puce qui s'appelle Snapdragon Wear pour faire du wearable IA, avec mon meilleur anglais, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle portable, c'est-à-dire d'aller mettre de l'IA sur des devices qu'on peut porter sur nous. On a déjà parlé de ça plein de fois dans les technos, les devices portables, les bagues, les montres et certains vêtements maintenant aussi. Toutes les t-shirts, prothèses, les t-shirts, exactement. Les lunettes. Alors pourquoi ça me parle ? C'est parce que traditionnellement l'IA, elle était plutôt dans les data centers, sur des gros serveurs. On parle de puces Nvidia, de GPU, et il y a, sans jeu de mots, il y a deux et maintenant trois grandes catégories. Il y a l'IA dans les data centers, monopole quasi exclusif de Nvidia avec ses GPU. Quel que soit le cloud, c'est du Nvidia. Alors je sais, vous allez me dire, il y a aussi Google, il y a aussi Amazon qui fait ses propres CPU, mais enfin en volume, ça reste quand même relativement limité par rapport à Nvidia. Côté desktop, il y a un acteur que personne n'avait vu venir jusqu'à présent, c'est Apple, avec Apple Silicon. Et le boom qu'il y a depuis 3-4 semaines sur les Mac mini, grâce à OpenClaw, on a parlé d'OpenClaw dans le dernier épisode des technos, vous savez, ces agents autonomes qui peuvent fonctionner sur une machine déconnectée du réseau, une machine chez vous, où le modèle tourne chez vous, et le matériel Apple est parfaitement capable et tout à fait performant pour faire tourner des applications IA, des agents IA sur les GPU Apple à un prix nettement moindre que ceux des Nvidia. Malgré quand même l'augmentation de tarifs. Si on y reviendra on va en parler, mais la RAM d'Apple est tellement chère qu'ils ont quand même de la marge avant de pouvoir augmenter leur coût. Oui, mais ceci étant dit, les nouveaux modèles qui ont été présentés cette semaine, en tout cas par rapport à notre enregistrement, c'était il y a quelques jours, sont quand même, on va le dire, plus coûteux, mais sont orientés IA, comme tu l'expliques, avec des cœurs dédiés à l'intelligence artificielle, la fameuse puce M5 qui existe maintenant en Pro et en Max. Qui était déjà le cas de la M4, la M3, etc. C'est ça. Cœur dédié pour l'intelligence artificielle. Mais là où ça change vraiment, c'est qu'avant l'IA, c'était un truc, pour les développeurs en tout cas, c'était un service à appeler sur un serveur, une application, votre ChatGPT qui tourne dans votre browser, qui appelle une API, le modèle qui tourne sur le serveur, etc. Maintenant, tout ça est en train de changer. On a de plus en plus de pré-traitement en local, voire des petits modèles ou des moyens modèles qui tournent en local, faire de l'inférence locale tant que c'est possible, pour plein de raisons. D'abord parce que ça va plus vite. Il faut pas aller jusqu'à un serveur et revenir, parce que vos données restent en local aussi. Vous les envoyez pas dans le cloud chez je sais pas qui pour faire je sais pas quoi. Donc pour ceux qui ont besoin de confidentialité, de privacy comme on dit en anglais, c'est important de garder les données en local aussi. Et puis éventuellement s'il y a des tâches plus lourdes, déléguer au cloud pour les tâches plus lourdes, et puis revenir avec un pré-traitement local. Et il y a plusieurs technologies qui permettent de faire ça en local. On a parlé des chips Apple, du wearable
AI de Snapdragon Qualcomm, j'en perds mes mots. Mais il y a aussi des technologies logicielles de faire, et je crois que j'en ai déjà parlé dans les technos, des small language models aussi maintenant. De dire, plutôt que de faire des gros modèles, des camions capables de transporter n'importe quoi et de répondre à n'importe quoi, faisons des petites voitures de course qui sont plus spécialisés dans une tâche, si on les entraîne bien avec les données, si on a été intelligent dans les données qu'on veut collecter et qu'on les entraîne spécifiquement sur un jeu de données, on aura des meilleurs résultats avec un petit modèle bien entraîné sur un use case vraiment particulier plutôt que sur les généralistes que sont le GPT, Claude et les autres. Il y a aussi une technique qui s'appelle la quantisation. Donc en gros, c'est comme de la compression, si je devais vulgariser très, très sauvagement. Si vous êtes data scientist, ne venez pas m'insulter sur les réseaux sociaux, mais on part d'un modèle qui peut par exemple travailler avec du floating point en 32 bits, et puis on le ramène en 16 bits ou en 8 bits. Et donc, une start-up, c'est bien que tu en parles, une start-up espagnole qui de la quantisation, qui a en tout cas qui a divisé par deux la quantité de processeurs nécessaires pour faire un job qui est fait par la start-up française, j'ai oublié son nom maintenant. Ça, Mistral. Mistral. Oui, Mistral. Ils ont repris le même modèle et ils l'ont coupé en deux, en gros, et ça fonctionne toujours aussi bien. Et la quantisation, ça marche relativement bien, et ça peut fonctionner sur votre laptop aussi. Vous téléchargez un gros modèle de Hugging Face et puis vous tapez une ou deux commandes de Python et ça vous régénère un modèle quantisé, donc plus petit, qui utilise des entiers plus petits ou des floating points plus petits, donc qui prend moins de place en mémoire. J'ai encore essayé de faire des choses un peu bizarres cette semaine. Et après 30 heures, j'ai arrêté mon Mac M4 qui n'en pouvait plus. Et je demandais à Claude de m'aider et il me dit, bah oui, votre modèle, il fait 35 gigas, vous avez 24 gigas sur la machine. Donc le truc passe son temps à swapper. Je vous propose de le quantiser et donc de le réduire, et ce qu'il a fait, et effectivement, là, ça a fonctionné. Puis il y a une autre technique aussi pour les petits modèles, pour leur apprendre à être plus spécialisé, c'est la distillation, comme les bons alcools, on les distille. Distiller, ça veut dire quoi? Utiliser des grands modèles pour générer des jeux de données synthétiques pour entraîner des petits modèles. J'aurais pu en parler, il y a eu un scandale la semaine passée, Anthropic a d'ailleurs dénoncé des entreprises chinoises qui exploitent Claude pour faire de la distillation, pour entraîner leur propre modèle, donc aller extraire des données, des chaînes de raisonnement, la logique de raisonnement de Claude, pour entraîner des petits modèles. C'est un domaine fascinant. Mais donc, la combinaison des CPU performants sur du matériel pas cher, la quantisation, de la distillation, ça permet de sortir l'IA des data centers et de les faire. Mais ça impose, on rentre dans une architecture hybride maintenant, avec des contraintes donc physiques plus dures, puisque je vous rappelle, un serveur, ça peut consommer des kilowatts. Un laptop, on parle en quoi? 30, 60, peut-être 100 watts pour consommer un laptop. 70 watts normalement. Les alimentations font 70 watts, donc... Ouais, moi j'en ai une à 130, donc je me dis qu'il doit être capable de faire ça. Un smartphone, c'est quoi? 5 watts. Un wearable, c'est moins d'1 watt. Donc comment on fait tourner un large language model sur un appareil? Qu'est-ce que ça implique en enveloppe thermique? Enfin, voilà, il y a des vraies réflexions au niveau hardware, au niveau alimentation. Il y a des vraies réflexions pour le moment, et tout est en train de converger pour le moment. C'est ça qui est fascinant en termes de réseau aussi, puisque si une partie du traitement est faite en local et l'autre en reboot, il faut quand même des réseaux à faible latence. Je lisais une start-up, je vous mettrai le lien, tiens, ça s'appelle Multi-Access Edge Computing, qui réfléchit sur ces systèmes de distribution de tâches d'IA sur plusieurs nœuds Edge pour les faire communiquer ensemble après et récolter les résultats séparément, un peu comme on faisait à l'ère du big data. On split notre jeu de données, on le fait traiter sur des machines séparées, puis on les récupère. Et puis, je crois que c'est cette semaine aussi, il y a Wi-Fi 7 qui sort, on parle de Wi-Fi 8 déjà aussi, avec moins de latence. Ce qui change, ce que je vois chez les développeurs maintenant, c'est cette mise en avant systématique de l'hybridation. Là où avant, il fallait appeler juste une API pour avoir son point d'inférence, je vois de plus en plus de systèmes maintenant qui deviennent des systèmes de routage d'IA. C'est-à-dire, selon les caractéristiques techniques de l'environnement que j'ai à ma disposition, batterie, réseau, coût, selon des
caractéristiques non techniques comme la confidentialité des données, la complexité de la tâche. De plus en plus, on voit des agents maintenant qui vont se dire telle tâche, je vais le déléguer à tel modèle dans le cloud, mais tel autre, je vais le déléguer à tel modèle local ici. Et donc, refaire ce qu'on faisait, et j'aime bien toujours revenir avec ces vieilles analogies, et mes cheveux blancs me permettent de faire ça, dire que l'informatique, c'est toujours un recommencement. On est en train de refaire du système distribué avec de l'IA. Là où on a eu ces 10 derniers mois l'IA qui était le mainframe, c'était le serveur ou les serveurs d'Anthropic, qu'ils soient chez Azure, chez AWS ou chez d'autres, mais c'était le système central. On est en train de réinventer les systèmes distribués, mais maintenant sur l'IA. Et donc voilà, ce que la Mobile World Congress à Barcelone me montre avec Qualcomm, qui était le point de départ de cette réflexion-là cette semaine, c'est l'IA maintenant, c'est vraiment combinaison du hardware et du modèle, et ça sort des data centers. C'est plus l'apogée ou l'exclusivité d'NVIDIA. On voit de l'IA sur nos laptops, on voit de l'IA sur nos téléphones, ça c'est pas nouveau. On va voir de l'IA sur du wearable, sur des appareils portables, et c'est vraiment cette convergence de CPU, de batterie probablement, dont Thierry parlait avant, de capacité de faire des petits modèles et de les entraîner pour être ultra spécifiques et ultra performants sur une tâche. Il y a toutes ces briques qui sont en mouvement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on commence à voir s'assembler, et je trouve que c'est vraiment fabuleux, parce que là, je crois que les prochains mois, ou même peut-être l'année, j'ose pas faire des prédictions là, ça sera pas défini, ou c'est plus défini par qui a le meilleur modèle, parce que chaque fois que GPT ou que Claude sort sa dernière version de modèle, c'est toujours le meilleur de ceci, ça. Mais c'est vraiment qui sera capable de faire le mieux possible cette orchestration entre plusieurs modèles sur plusieurs appareils différents en fonction des contraintes techniques et non techniques que nous impose l'utilisateur. Voilà ma réflexion de ce début d'année. Ça parle à tout le monde, cette histoire, que ce soit les conditions d'alimentation électrique du bidule. J'ai vu tilter Xavier et Aurélien. J'ai vu également une main se lever, celle de Thierry, qui voulait rajouter un truc. Oui, parce qu'effectivement, on est pile poil raccord avec ce constat. Et moi, je me suis posé plusieurs questions. Je vous la pose, chers collègues. Est-ce que c'est parce qu'on est conscient qu'on n'arrivera jamais à générer autant d'énergie pour faire fonctionner ces data centers? Est-ce qu'il y a une prise de conscience pour ramener la data chez soi, de pouvoir la travailler en local? C'est vrai que moi, je passe des longues nuits, comme toi, Seb, à tester des choses, et je m'amuse comme un fou de savoir que ça y est, c'est accessible, on peut se l'approprier, on peut essayer ça par soi-même. Ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui va de pair, comme tu le dis, avec les wearables, les appareils où en fait on va intégrer cette intelligence pour qu'en fait tout le traitement, tout le processus soit beaucoup plus léger parce qu'il est natif. Je pense par exemple aux fameuses caméras où on a de plus en plus de caméras qui nativement embarquent déjà beaucoup de choses pour pouvoir identifier ce qu'elles filment, ce qu'elles voient, ce qu'elles font. Et je pense que ça, c'est un exemple qui va vieillir parce qu'on va le voir sur plein d'autres objets débarquer ou déjà débarquer sur plein d'autres objets. Xavier avait aussi un truc à rajouter. Je passe la main très vite. Ça va en partie répondre peut-être à la remarque de Thierry. En fait, moi, je vois une tendance qui va dans le sens de Seb aussi, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont vraiment cette volonté de se réapproprier en fait les données qui partent pour le moment vers des IA. Et donc je pense qu'un des défis des entreprises à moyen terme, c'est réellement de pouvoir héberger elles-mêmes leurs propres IA pour éviter justement que toutes les données sortent vers des grands comptes. Alors c'est peut-être moins un souci pour les particuliers actuellement, quoique, parce que j'ai vu encore des news il y a pas longtemps, par exemple, avec un scandale notamment sur des caméras de surveillance qui faisaient des alertes dans certains cas, et en fait on s'est rendu compte que vraiment toutes ces images partaient à l'extérieur, et cette détection posait problème parce qu'il y a des personnes derrière qui peuvent visualiser ces caméras, etc. Donc il y a, au niveau des IA, je crois qu'il y a un réel enjeu maintenant à pouvoir avoir des
intelligences artificielles et des agents qui sont hébergés chez soi et pas dans le cloud. Est-ce que ça va pas un peu de pair aussi, et puis je vais donner la parole à Aurélien qui avait multiples fois son doigt, il va avoir une crampe. Est-ce que toutes les entreprises IA sont conscientes de ça? Moi, j'ai pas l'impression, quand on entend patron de ChatGPT ou de Claude, par exemple, d'Anthropic, parler de ce genre de choses. Est-ce que c'est pas notre désir européen de retour à une certaine souveraineté qui nous porte aussi vers ces idées-là, même à titre individuel? On y pense quelque part un peu tous, de se dire tiens, j'ai un appareil, si demain monsieur Trucmuche décide de couper le courant, peut-être que ça va couper mon téléphone ou mon service truc machin que je paye très cher, etc., etc. Je pose ça là, c'est une question que je me pose. Je vais laisser Aurélien parler, mais j'ai une réponse. On va parler. Oui, mais on va y revenir, Aurélien. Deux points. Le premier, oui, ça me fait rire ce qu'a dit Xavier. Quand vous achetez une caméra de surveillance et que vous voyez traiter à l'IA machin, si vous pensez que les images sortent pas de votre caméra, à mon avis, vous leurrez. Les fabricants de caméras se gavent de vos images. Pour entraîner, pour faire plein de trucs, c'est sûr. Et deuxième point, et là je veux pas faire de leak, mais sachez que les technos publieront un dossier sur les histoires de consommation des data centers. Moi je me pose la question assez triviale de se dire est-ce que pour traiter une donnée, un data center, aussi gourmand en ressources soit-il, est quand même le truc le plus efficient pour fournir une réponse versus plein de systèmes distribués. Il suffit que le wearable, par exemple, il soit rechargé par un chargeur sans fil ou un chargeur par induction. Vous savez très bien qu'un chargeur par induction, ça a un rendement de merde. Faible. Tu couperas au montage, ça. Hein. Oui. Et donc je veux bien qu'il y ait des petits modèles, qu'il y ait des petits machins. Alors, attention, il y a aussi le coût d'infrastructure de monter la donnée jusqu'au data center. C'est comme idée, je fais juste une rapide parenthèse, mais cette idée saugrenue de mettre des data centers dans l'espace, par exemple, ça paraît intelligent parce que il faut gestion de la température, etc., mais le fait d'envoyer le data center dans l'espace, après, il faut l'alimenter avec, etc. Tous ces trucs-là. Il y a eu mille idées là-dessus. Mais ça part d'une idée sympa, mais je pense que l'équation complète du problème, qui est le transport de la donnée jusqu'à un centre qui soit fait pour ça, versus chaque traitement truc qui fonctionne en local, l'équation est très complexe et la question se pose vraiment. Mais je pense que, alors, si tu me tends une perche, parce que je voulais justement... ça fait le lien. C'est que j'ai le sentiment, maintenant, il y a peut-être plus de pros que moi autour de cette table par rapport à cette question, mais j'ai le sentiment que la puissance de calcul, je vous avais parlé peut-être du CES, où on s'extasiait devant des racks et des machines et des trucs comme ça, c'est tout sauf sexy. Puis en fin de compte, les mois et les semaines passent et on réalise qu'on peut faire tourner des LLM sur son ordi, sur son laptop. Certes, il faut avoir collecté, fait cette donnée, mais ça devient de plus en plus accessible et peut-être cet enjeu sur la puissance, il est peut-être plus tellement fondé. On parlait avant de séquencer, de couper, de réduire, de synthétiser, de compresser. C'est peut-être ça, distiller. C'est peut-être ça la piste qu'on est en train de prendre sans se rendre compte, c'est qu'en fait, on va pouvoir passer par des chemins différents que celle du GPU, du gros machin qui tourne, parce que tout compte fait, comme au début de l'informatique, on compte moindre octet, la moindre ligne de code pour l'économiser, et puis pourquoi pas arriver à faire que ça tourne sur n'importe quel ordinateur. Je pense que Sébastien a plein de réponses à donner. Moi, j'ai juste envie de revenir faut peut-être repartir du besoin, non? C'est parce que c'est bien de faire tourner des démonstrations technologiques, c'est une chose. Des démonstrations technologiques qui très gourmandes ou peu gourmandes, parce que c'est aussi une démonstration technologique quelque part. Mais le besoin, c'est quoi? c'est tout par delà quand même. C'est de nous faciliter le travail, d'augmenter notre productivité si on est patron, ou simplement de rendre la vie plus facile si on est employé, mais au final ça revient au même. Tiens, on parle des mêmes sujets.
Et, et je me posais la question. Je me suis surpris cette semaine à faire un truc idiot. C'était une IA qui générait du texte pour moi. Et plutôt que de faire un changement dans une phrase, j'ai prompté mon truc pour lui dire fais le changement dans la phrase. Ça, c'est une dérive par contre, je trouve. Mais bien sûr, mais pourquoi? C'est le chemin de moindre résistance, de truc le plus facile. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? De devoir réfléchir à mon accord verbe sujet complément et si je mets un S ou participe passé et faire la phrase moi-même, ou demander au truc de le faire parce que c'est simplement plus facile. Et donc l'humain et le cerveau humain va avoir tendance à au moindre effort. Mais ça, c'est je vais pas dire paresse parce que c'est pas un besoin, c'est une opportunité, ça. Ben oui, mais donc ça nous permet d'être, enfin voilà, le plus rapide, plus efficace, plus opportuniste, plus oui. Et la technologie est là, elle est au bout de nos doigts, littéralement. Est-ce que c'est bien? Je suis pas en train de dire que c'est bien. C'est pas bien pour l'écologie ce que j'ai fait. C'est pas bien. Moi, je pense que si chaque fois que tu poses un prompt, tu as le petit sample du début du morceau de Pink Floyd, Money, tu vois. Alors j'ai la chance de pas payer ma facture Claude pour le moment. Mais je pense que ça aurait du sens de quelque part de se rendre compte du coût des choses. Et c'est vrai, de manière générale, les gens ont complètement oublié ce que tout ça coûte. Je parle même pas d'intelligence artificielle, Internet de manière globale. Pour les gens, c'est gratuit. Je code, mais j'en reparlerai avec le sujet de Thierry. Je code sans écrire, sans même écrire. J'ai développé une petite application de dictée. J'appuie sur un raccourci clavier et je parle à mon truc et il fait les changements et je le vois faire les changements. C'est assez jouissif d'ailleurs. De parler à son truc. de parler à son truc. De voir Xcode qui s'ouvre, le code qui change, il build, il démarre le simulateur. Ah, ça va pas, j'appuie sur ma touche, je lui dis un truc en français, en anglais, peu importe, je ne vais pas réfléchir. Il l'a pas appelé Claude, il l'a appelé Popol. Ah, c'est une bonne idée pour ma prochaine agence. Le prochain agent s'appellera Popol. Bref, ce sujet, évidemment, il est multiple et sans fin. J'ai presque envie de dire, et donc forcément, on va s'en garder un petit peu pour les prochains épisodes, si vous voulez bien. Et sujet dans cet épisode-ci. Et sujet dans cet épisode-ci aussi. Tout ça évolue toujours très très vite. C'est assez impressionnant. Hein. Rappelez-vous ce qu'on disait il y a peut-être même pas un an, ou au début de cette saison même. On était loin de tout ça. Ça va très très vite. Et comme d'ailleurs, l'adoption de ces outils également va très très vite, mais ça fait même peur. On aura certainement donc l'occasion d'en reparler. On va parler télécommunications, comme on disait dans le temps, c'était les télécoms, la téléphonie mobile, avec la 5G. La 5G qui s'invite par satellite maintenant. C'est pas uniquement les antennes au-dessus des bâtiments, c'est carrément par satellite, Xavier. Tout à fait. On a évoqué déjà le Mobile World Congress, et en fait c'est une société Mediatek qui dit avoir démontré le premier appel vidéo 5G NR-NTN au monde. Alors, qu'est-ce que c'est NR-NTN? C'est la 5G qui est adaptée au réseau non terrestre et donc via les satellites. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un cadre 5G qui est standardisé, mais pour étendre la couverture au-delà des antennes et donc éviter tout ce qui est zone blanche. Alors, Mediatek a donc annoncé avoir fait un premier appel vidéo, donc, mais la possibilité est étendue maintenant ici grâce à un petit appareil aux voitures. Donc c'est vraiment le premier appel vidéo qu'ils ont fait depuis une voiture. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont créé un petit appareil qui va pouvoir faire des appels vidéo, du streaming vidéo, l'utilisation d'applications et vraiment fournir un accès à Internet hors couverture terrestre. Je pense que ça va intéresser Thierry parce que ça va pouvoir être embarqué vraiment dans les véhicules de tout type. Alors dans un premier temps, ils annoncent que c'est surtout pour des véhicules qui seraient équipés d'Android automotive, qui pourraient embarquer ce type d'appareil, ce type de connectivité vers 2027-2028, hein, donc c'est tout proche. Alors on sait que la connectivité satellite, ça existe déjà dans les voitures, mais elle est souvent rare parce qu'elle est très limitée, soit à des messages très courts, style SMS ou des messages basiques, mais ici on parle vraiment de haut débit, donc avec la 5G et donc des possibilités qui sont vraiment bien plus importantes. Mediatek annonce qu'ils ont déjà des partenaires dans le secteur automobile, mais ils n'ont pas cité les noms.
Et en pratique, ce sera un nouveau chipset télématique. Alors, je connaissais pas le mot télématique, mais c'est la contraction de télécommunication et informatique. Donc voilà, nouveau chipset télématique qui est compatible 5G Advanced Release 17 et release 18, ils appellent ça. Il y a une IA qui est intégrée au niveau du modem pour stabiliser et optimiser la connexion, pour éviter les micro-coupures. Et il y a un satellite qui va vraiment couvrir l'ensemble avec une plateforme auto. Donc voilà, ça c'est un nouveau produit. Je pense qu'il va bouleverser pas mal l'utilisation de la data dans les véhicules et au quotidien, parce qu'on va pouvoir finalement avoir ce que Starlink offre déjà un petit peu avec ses antennes mobiles et ses satellites, enfin sa connexion internet satellite pour les zones qui sont les zones blanches pas couvertes dans le domicile, mais vraiment ici au niveau des véhicules et en pleine mobilité. Donc les cas d'usage évidemment c'est pour tout ce qui est sécurité et urgence, on sait déjà, mais vous allez pouvoir vous arrêter sur une aire d'autoroute et faire votre vidéoconférence en déplacement. Pour les zones, les flottes de véhicules professionnels, et on va pouvoir vraiment étendre très fort tout ce qui est suivi, diagnostic, support à distance, la gestion de la logistique, etc. Et puis pour les passagers, par exemple dans les cars ou autres, ils vont pouvoir regarder leur petite série sur des sites de streaming. Est-ce que ça pourrait par exemple pas remplacer très efficacement cette vieille technologie qui s'appelle le DAB+. Il y a une offre aux États-Unis en radio satellite, il me semble. Très populaire aux États-Unis, c'est Sirius. Voilà, Sirius, exactement. Voilà, parce que finalement c'est un peu ça l'avenir, c'est la 5G, enfin la 5G, c'est ce qui viendra ensuite, qui permettrait, d'écouter la radio qu'on veut, où on veut, et à bord de son véhicule de préférence. Alors tout n'est pas rose, parce qu'on doit quand même se dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir payer la facture, donc l'utilisation, donc ça va certainement passer par des abonnements assez premium. Est-ce que on va voir aussi au niveau priorisation, donc est-ce que les données qui passent par le satellite vont donner la priorité à certains types d'appels, par exemple pour les urgences, etc. Et puis sécurité, vie privée, c'est aussi un point, parce que il y a déjà des personnes qui se plaignent d'avoir une petite boîte noire bientôt dans les véhicules au niveau des assurances, etc. Si en plus de ça vous êtes connecté en temps réel partout et avec bonne qualité, c'est certain que les assureurs pourraient également bien sûr, mais utiliser je mets ça Xavier, je mets ça en parallèle avec, par exemple, l'offre Starlink, qui était relativement coûteuse par rapport à une connexion Internet terrestre à son début. Quand tu regardes aujourd'hui la grille tarifaire, je fais pas du tout de promotion pour la société d'Elon Musk, soyons très clairs, mais force est de constater que c'est inférieur à certains prix dans certains pays, avec une bande passante ça devient abordable. Ouais, ça devient abordable pour les personnes qui ont absolument besoin d'une connexion Internet. Je pense à des entreprises qui sont dans des endroits très très mal couverts ou qui sont toujours avec des connexions. Même au coin de la rue, je peux te le dire. Je connais des équipes de télévision qui se servent de ça quasiment au quotidien, quoi. Ouais. Sébastien avait un index dressé. Oui, ce genre de technologie n'est pas limité aux voitures. Il y a plein de use cases, tu les as mentionnés, Xavier, mais très tôt ou très tard, enfin très très vite, c'est ça que je voulais dire, on va trouver des connexions satellites dans nos téléphones. Ça existe déjà pour les appels d'urgence, c'est gratuit sur Apple pour le moment, mais c'est une question de mois, maximum d'un an ou deux, avant qu'il y ait des offres réseau, data et voice par satellite à des prix concurrentiels. Et donc je me pose la question également de ce que vont devenir les opérateurs traditionnels qui ont construit ce réseau, ces antennes au fil des années, qui ont entretenu des canalisations avec des fibres, des fibres et du cuivre avant. Il va y avoir un bouleversement dans ce secteur des télécoms incroyable à cause. Il va falloir s'arc-bouter une fois de plus sur sa souveraineté, moi je pense. Et aussi qui contrôle les satellites, parce que les satellites ça s'arrête volontairement ou pas. Tu parlais de Starlink, ils ont volontairement coupé
coupé dans certains pays à la demande du gouvernement américain. Et puis, il y a les brouillages intentionnels faits en zone de guerre. Il n'y a pas eu de Starlink en Iran pendant quelque temps. Et ça venait pas des Américains cette fois-là, ça venait du gouvernement qui essayait de forcer le blackout pour que les gens ne puissent pas communiquer. Donc, ça se brouille plus facilement, peut-être pas nécessairement, mais ça se brouille tout aussi bien que de la fibre. Des opérateurs ou des gouvernements peuvent arrêter de la fibre en sortie d'un pays également. Bref, tout ça pour dire que ce monde de télécom va changer. Et télématique, Xavier, c'est très vieux, comme mot dans les années 80, on parlait de télématique. Oui, j'allais dire. Il n'était pas né. Minitel et Vidéotex. C'était de l'informatique, mais c'était un peu à la télé. En gros, les cartes perforées, quoi. C'est l'ère du Minitel. J'étais pas né en 80. C'est moi. Tu te trompes. Merci. Moi, j'étais pas né en 80. Non, ça on sait. Aurélien, régulièrement, nous vient avec des sujets qui sortent de je ne sais où, mais toujours très intéressants. Mais ça sort quand même... Enfin, c'est là que vous savez que vous écoutez les technos. Quand on parle, par exemple, de béton. Voilà, parlons béton. On ne parle pas assez béton, je trouve. Mais on parle pas assez béton. Et puis les technos, c'est large. Il faut élargir le spectre des technos. Alors moi, je suis le troublion qui parle d'exosquelette et d'ascenseur à eau et de recyclage de caca. Oui, c'est ça. Il a fait ça dans le passé. Je le dis si vous découvrez les technos. Notre ami a parlé de boîte à caca et des choses comme ça. Enfin, replongez-vous dans le sujet. Non, pas du tout, pas de boîte à caca, n'importe quoi. Je vous renvoie un hors-série sur un ascenseur à Saint-Gervais qui fonctionne avec les eaux usées. Voilà, alors, c'est ça. Certains se sont permis de dire que c'était un ascenseur à caca. Je dément, mais il fonctionne et il fonctionne toujours, croyez-moi. Ah, ça en chie, ça c'est clair. Tant qu'il y a des gens qui vont aux toilettes, il fonctionne. Donc, je voulais vous parler d'une start-up qui s'appelle Carden Avenir. Carden Avenir, c'est une start-up française dans l'Anjou qui est dirigée par un certain Florent Dijols et qui a une idée qui me paraît très intéressante. Qui veut recycler les bouts des stations de béton, des centrales à béton. Donc, pour vous expliquer, une centrale à béton, vous savez, c'est des cailloux, du sable, du ciment, un espèce de gros système qui mélange tout ça. La toupie. Oui, parce que comme c'est un podcast d'informaticien, il faut que j'explique ce genre de... Et puis il y a des toupies qui viennent et on leur met le béton dedans et puis ils vont couler des dalles, faire des maisons et tout ça. Ouais. Ou des data centers. Il faut des dalles pour les data centers. Ouais. Et donc à la fin de la journée, il faut nettoyer tout ce matériel. Il y a des produits chimiques aussi, j'en ai fait les frais dans la béton. Et bref, et donc il faut nettoyer tout ça. Et donc évidemment, on nettoie avec de l'eau. Et on se retrouve avec par décantation, ces eaux qui ont servi au lavage, ça fait des bouts. Et donc cette start-up, Carden Avenir, veut les traiter. Sachant que ces centrales à béton, aujourd'hui, on leur met des quotas de mètres cubes d'eau utilisés par mètre cube de béton produit. Il y a des quotas. Et je ne sais pas s'il y a des taxes, mais en tous les cas, il y a des quotas maintenant où on cherche à produire un maximum de mètres cubes de béton en ayant utiliser le moins d'eau possible, y compris l'eau de lavage. Donc, cette start-up qui vient de faire sa deuxième levée de fonds pour 338 000 €, pour vous expliquer ce qu'elle fait, elle a créé un camion. Avec... de marque allemande, manifestement. Marque allemande, oui, qui commence par un M, mais bon, ils sont peut-être sponsors, j'en sais rien. C'est sur les photos, c'est pour ça qu'on voit ça. C'est ça. Qui est complètement fermé. Et grosso modo, il sort deux tuyaux. Un tuyau qui vient aspirer les bouts. Et puis, un process à l'intérieur, je vais y revenir juste après, qui permet de retraiter, séparer et valoriser ce qu'il y a dans les bouts. Donc, c'est il recrache de la flotte, en fait. Pardon ? Il recrache de la flotte, en fait. Pas que. Pas que. Non, mais il fait le tri, quoi. Je veux dire, c'est comme tantôt le tri sélectif. Et ce camion, il peut traiter jusqu'à 40 mètres cubes de boue par jour. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc, qu'est-ce qui sort ? Il sépare les granulats, donc les graviers,
hein, il les sépare, il les lave et les graviers peuvent être réutilisés après. Il sépare l'eau, qui clarifie aussi, qu'on peut réutiliser dans le process, et les coproduits du ciment, alors tout ce qui est chaud et tout ça, où pareil, ça peut être réutilisé. Donc les granulations propres, je l'ai dit, et il y a une partie qu'on peut servir en agriculture comme un amendement calcique. Donc en fait, on revalorise un produit qu'on revend après à un agriculteur pour qu'il amende son champ. Ce qui est intéressant. Et alors, il y a une partie confidentielle dans ce projet, puisque, a priori, ils n'ont rien développé. Et ce que je trouve beau, c'est qu'ils n'ont rien développé, il n'y a pas eu X années de recherche là-dessus. C'est juste l'ingéniosité du fondateur qui est de prendre des machines qui sont destinées à l'agroalimentaire et à différents autres domaines d'activité qu'il a adapté et mis dans le camion dans un certain ordre pour arriver à son process. Et donc, il dit qu'il avait fait qu'une adjonction de machines existantes et qu'il n'a rien réellement inventé. Oui, parce qu'en gros, c'est le principe d'une filtration avec des filtres de différentes tailles. Quand on comprend bien et quand on regarde les bouts, pour séparer, pour séparer des graviers, enfin déjà, tous. Là, pareil, je vais pas interviewer le gars, mais tout ce qui est boue et tout ça, c'est toujours assez complexe à pomper, c'est lourd, c'est... Oui, bien sûr, voilà. La densité du bout, c'est... Généralement, on utilise des pompes péristaltiques pour faire ça. Et donc, le process, il fallait quand même le mettre au point. Bien sûr. Voilà. Et l'intérêt aussi, c'est que, et c'est un peu là-dessus que je vais finir, c'est que, en fait, il dit que ces bouts, le camion, il peut passer que tous les 2 ou 3 mois dans chaque station, et il peut traiter 25 à 30 sites. En fait, il bouge, et l'intérêt de ce roue, c'est que justement, si on avait une station une station de recyclage à chaque station de béton, ça serait pas rentable. Ben oui. Alors que là, lui, il peut passer que une fois, tous les 2 ou 3 mois dans chaque station et traiter les 40 mètres cubes de boue qui sont là. Donc, tout le monde est gagnant dans ce truc-là. Il y a même un gros industriel des stations de béton qui a 95 centrales avec qui il est en pourparlers. Et donc, je trouve que voilà, c'est un peu low-tech. Quand on sait le poids énergétique du béton, c'est énorme. Hein, c'est pas écologique du tout le béton. Je pense qu'en Belgique, peut-être Xavier, tu pourrais me préciser. Tu connais un peu mieux que moi ce genre de domaine, mais il me semble qu'on a une obligation maintenant d'utiliser une certaine quantité de béton recyclé, si je dis pas de bêtises, ou de matériaux recyclés dans la construction en béton. C'est pas mon domaine, malheureusement. Ouais, ça, je sais pas trop. Il me semble que, alors, ça a un coût, évidemment, comme on le disait plus tôt, c'est forcément, ça a toujours un coût de recycler ce genre de matériaux qui est plus élevé que celui de refabriquer à zéro ce même matériau, mais à un moment donné, il faut quand même l'économie circulaire est de plus en plus mise en avant, hein, ça c'est certain. Oui, c'est ça, même si elle a un coût. Oui. Deux remarques. La première, c'est il y a aussi les fameuses toupies là, qui doivent se laver, enfin qui doivent laver aussi, laver le restant qu'elles ont dans la toupie. En France, je sais qu'il y a eu des gros scandales de dépôts sauvages de béton. Mais alors, dans des, c'est ce que j'allais dire, parce que donc ça aussi, c'est si on arrive à montrer qu'on valorise même ces eaux de lavage là, ça c'est le premier point. Et deuxième point, par rapport au premier sujet dans lequel on a des technologies beaucoup plus poussées, beaucoup plus délicates à mettre en œuvre pour recycler des batteries, bien sûr. On peut se demander par quel bout faut prendre le problème. Mais ça m'étonne parce que moi j'ai plein de chantiers autour de chez moi et je vois régulièrement, une fois que le béton a été
livrer, on va dire, l'opérateur qui vient avec son arrosoir et qui nettoie sa toupie, enfin son camion, à même le trottoir, et il y a effectivement cette boue qui coule à l'égout, quoi, qui est évacuée. Je ne pense pas que c'est un nettoyage en profondeur qu'il fait, c'est juste pour pouvoir se déplacer jusqu'à la station sans saloper toute la chaussée. Ça fait partie du permis de conduire des chauffeurs poids lourds, sachez-le, messieurs. Nettoyer la boue. On doit être responsable. Oui, on doit être responsable de... Oui, dans des chauffeurs poids lourds suisses. En tout cas, nous, dans le permis, j'ai appris ça. On est responsable de la netteté de votre outil de travail. Ce qui est fort probable. Mais voilà, tout ça pour dire que du dépôt sauvage, il doit certainement y en avoir, et que ces gens viennent avec une solution. Moi, je mettais ça un peu parallèle, je vais dire, il est fou. J'avais vu ça, c'est en France, un camion qui fait du cidre. Et donc, il se déplace pour aller chercher des pommes et pour presser directement les pommes et faire directement du jus pour faire à terme du cidre. Évidemment, ils font pas le cidre dans le camion, mais parce que la presse et tout l'outillage qui va avec, pour une exploitation de petite taille, serait totalement trop cher. Mais c'est comme les scies en Syrie. Hein. Enfin, par exemple, moi, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de forêts, des grandes forêts. Les scieries il y a beaucoup de scieries qui n'ont plus de scie. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui vient avec un camion, et puis pendant une journée ici il débite les grumes, et puis voilà. Ouais. Ce qui est plutôt économique. Après, les gens vont aller en disant mais c'est un gros camion qui pollue, etc., etc. Mais je pense que l'un dans l'autre, cette pollution-là, elle peut être encore peut-être admissible. Sébastien, tout le Oui, je me souviens que c'est en sciant que Léonard de Vinci. Bon, voilà. C'est le moment, c'est l'instant, c'est cette semaine, enfin la semaine où nous enregistrons. Je vous signale que nous sommes au moment où je vous parle le 4 mars, donc on prend un peu d'avance pour vous peaufiner tout ça, pour vous le proposer le 10 mars. Mais bon, toutes ces informations restent valables, évidemment. C'était la saga Anthropic versus ChatGPT. Ou plutôt versus parler du modèle de langage plutôt que donc c'est Claude ChatGPT. Claude et GPT. GPT. C'est la guerre. Enfin, pas vraiment, mais c'est presque la guerre. C'est la guerre avec le ministère de la guerre. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est le nouveau nom. On dit plus Department of Defense, DOD, ça devient Department of War, le département de la guerre. Qui pour le coup le fait, sur les intentions du monsieur. Ouais. Et c'était l'occasion aussi pour plein de gens de découvrir Anthropic et Claude. Mais oui, c'était mélodrame, c'était la favela, le feuilleton sans fin, fin février, début mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Conflit entre Anthropic et le gouvernement des États-Unis. Je te coupe 2 secondes, c'est pas favela, c'était telenovelas. Telenovela. Parce qu'une favela, c'est une espèce de ferme dans un pays hispanique. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'était la telenovela de cette semaine, avec des accents brésiliens. Entre le département de la guerre et donc le gouvernement américain et la start-up qui est qui est une start-up valorisée à plus de 700 milliards. Ils sont pas encore en bourse, mais 700 milliards de valorisation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé d'accéder à une demande du gouvernement américain de pouvoir utiliser leur modèle, donc Claude, qu'on utilise pour coder ou pour faire des tas d'autres choses, mais dans un domaine militaire, on utilise de plus en plus l'IA aussi pour faire de l'analyse de renseignements, de l'analyse de données, de la corrélation de données, enfin tout ce que ces modèles savent très bien faire. Et Anthropic se positionne depuis le début, depuis la création de la société, sur un cadre éthique, d'IA éthique, etc. Et dans le contexte de l'armée, ils veulent bien vendre à l'armée à 2 conditions. Interdiction d'utiliser leur modèle pour créer des armes autonomes, donc imaginez des robots ou des choses qui seraient capables de se déplacer, de prendre des décisions et de tuer sans intervention humaine. Ça peut être aussi des trucs qui volent, des drones, des missiles, etc. Donc pas d'armes létales autonomes. Et l'autre domaine, c'est pas de surveillance de masse de population
états-unisienne dans ce cas-là, puisque c'est une boîte américaine qui vend au gouvernement américain, mais pas utilisée pour faire mettre des caméras partout dans les rues, de la reconnaissance de visage, traquer les gens. Et le Pentagone, eux, ils disaient, si on achète la technologie, on en fait ce qu'on veut. On vous a acheté la technologie, on en fait ce qu'on veut. Et Anthropic dit non, c'est câblé dans nos modèles pour que les modèles refusent de faire certaines tâches, et ils n'ont pas voulu en démordre. Alors, si on reprend la timeline, fin février, 25 février, ultimatum du Pentagone en disant, c'était Pete Hegseth, le secrétaire de défense, qui donne à Anthropic un ultimatum en disant, vous changez votre truc pour que Claude puisse être utilisé dans tous les cas qu'on veut, maintenant et dans le futur. Anthropic dit non, et ils font une déclaration publique en disant on ne cédera pas sur ces deux lignes rouges pour eux, donc surveillance de masse et système autonome létaux. Le lendemain, Trump dit que le gouvernement doit arrêter d'utiliser Claude, et il donne un calendrier de 6 mois pour un retrait complet. Bizarrement, c'est vendredi, juste avant le déclenchement de la guerre en Iran, qui était le samedi matin. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Je sais pas, mais on pourrait penser que cette pression subite sur ses fournisseurs soit liée avec le déclenchement de la guerre. Mais là où ça a été plus loin et où c'est vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé le week-end d'après, donc le week-end du déclenchement de la guerre, 27-28 février. C'est un blacklisting, c'est le Pentagone qui classe Anthropic comme un risque pour la sécurité nationale. Oui. Et donc, qui oblige tous leurs sous-traitants à couper les liens avec l'entreprise. Ce qui est en train d'arriver en début de semaine, la semaine où on enregistre, 1er mars, 2 mars, plusieurs départements fédéraux, l'État, le Trésor, la santé, ou peu qui existe en santé, annoncent l'arrêt d'usage de Claude. Mais a priori, c'est tous les fournisseurs de gouvernement américains qui ont reçu l'ordre de ne plus utiliser Claude. Donc ça va même dans où ça s'arrête? Est-ce que les télécoms, les centrales d'énergie, les clouds, Azure, AWS, qui sont aussi des fournisseurs du gouvernement américain, doivent arrêter d'utiliser Claude? Personne n'en sait. Et pendant ce temps-là, qui est-ce qui rentre dans la brèche? Devinez qui? OpenAI, donc GPT, qui eux annoncent dans la foulée, 24 heures après, un contrat avec le ministère de la Guerre. Mais ils disent aussi, Anthropic a raison, on peut pas céder sur ces points-là. Et d'ailleurs, nous n'avons pas cédé non plus. Dans notre contrat, il est marqué interdiction de faire des armes autonomes et interdiction de faire de la surveillance de masse. Alors là, je me suis posé la question, oui, mais pourquoi ils disent non à Anthropic et oui à OpenAI? En fait, la différence est énorme. Anthropic, c'est une limitation technique construite dans les modèles. OpenAI, c'est une clause dans le contrat qui dit vous pouvez pas utiliser ça. Et un contrat, c'est jamais qu'un accord entre deux personnes, et on sait ce que Trump fait des contrats. Regardez le droit international, regardez l'OTAN, regardez c'est chouette. Un contrat, c'est fait. Enfin voilà, c'est fait pour vous. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une relation, un moment charnière dans les relations entre les startups d'IA et le gouvernement, en tout cas le gouvernement des États-Unis. Ça nous fait penser aussi à l'éthique versus à la puissance militaire. Bien sûr. Un débat qui est vieux comme le monde. Est-ce que la technologie, est-ce que la recherche doit servir à la guerre? Einstein se posait déjà ces questions-là avec son travail, ou ses travaux qui ont permis ultimement de Monsieur Nobel aussi. L'arme nucléaire. Monsieur Nobel avant ça, avec la dynamite. Oui. Quels sont les impacts industriels qu'il va y avoir là maintenant, tout de suite, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour Anthropic. En tout cas, Anthropic a gagné dans le cœur des gens, puisqu'on en parlait ce matin sur France Inter. Les gens se rendent compte, tiens, il y a autre chose que ChatGPT. Oui. C'est bien les journalistes, tout d'un coup, tiens, il n'y a pas que ChatGPT. Il y avait déjà un petit élément sur... on avait d'ailleurs parlé d'Anthropic et de Claude Code. Pour les développeurs, oui. Pour les développeurs, on en a parlé il y a un mois, en gros, puisqu'il y avait la version 4.6 de Claude. Et devinez quelle est l'app la plus téléchargée sur l'App Store mondial aujourd'hui? C'est Claude. Donc il y a un vrai élan de sympathie envers qu'Anthropic devrait venir s'installer en Europe. Attendez, je vais poser une question. Ces gens sont plutôt pas mal. Oui, Aurélien. Je vais poser une question de béotien, mais des armes autonomes létales, il n'y a pas besoin d'IA pour faire ça? Effectivement. Non, mais elle pourrait être probablement beaucoup plus efficace. Oui, c'est ça. Ou avoir un pouvoir de décision. C'est le même genre. MBDA en France, enfin, je ne connais pas. Non, mais
une arme développe des armes autonomes depuis. Qu'est-ce que tu appelles autonome si c'est capable de... C'est pas parce que ça existe déjà qu'une entreprise ne peut pas se prémunir d'avoir l'usage, de faire usage de sa technologie pour faire ce genre de choses. Je me rappelle par exemple de Microsoft qui avait été quand même un peu dans le collimateur à un moment donné avec les lunettes à vision augmentée pour les soldats, qui fonctionnaient d'ailleurs fort mal. Les mecs sur le terrain, ils vomissaient et tout parce qu'ils avaient des vertiges. Mais le personnel de Microsoft s'était quand même insurgé face à la direction en disant, moi je viens pas travailler pour Microsoft pour faire des armes ou pour faire pour équiper les soldats. On peut s'en indigner et se positionner par rapport à ça, même si d'autres le font par ailleurs. Oui, sans doute. Avec la puissance des modèles aujourd'hui, ils peuvent acquérir les données, ils peuvent prendre des décisions tout seuls, ils peuvent choisir, prioriser, changer d'avis en fonction des conditions. On est très loin des trucs qu'on a programmés une fois qui font leur tâche et puis qui explosent. Thierry voulait rajouter peut-être un truc. Puis moi je voulais souligner que les États-Unis ont un sacré bol parce que chaque fois qu'ils vont à quelque part pour sauver et amener la démocratie, ils trouvent du pétrole. C'est amusant. C'est incroyable. C'est amusant. Quel hasard. Ils creusent sans creuser, en fait. Ils trouvent sans creuser, plutôt. Ok, je suis en train de perdre ma voix, donc il est temps qu'on arrive au bout de cet épisode, mais il reste encore quelques sujets tout de même. Dis, Xavier, dis, pourquoi la RAM augmente ? Dis. J'ai un air de Jamie. Effectivement, on va parler de la crise de la RAM actuellement. C'est un sujet que je vois beaucoup revenir pour le moment et pas mal de gens me posent des questions à ce sujet. Et donc, je vais parler de cette fameuse crise de la RAM. C'est la pénurie de la RAM pour le moment. Les prix de la mémoire RAM sont en train d'exploser et c'est quelque chose qui va toucher beaucoup plus de monde que ce que les gens pourraient penser. Parce que même si vous n'êtes pas un grand fan d'informatique, ça pourrait quand même vous toucher d'une manière ou d'une autre. Alors, la RAM, d'abord, c'est quoi ? C'est la mémoire vive. C'est celle qui fait que le PC ne rame pas, donc ne galère pas quand on va ouvrir 15 onglets pour aller voir Facebook et d'autres sites plus ou moins intéressants. C'est ça aussi qui fait que le smartphone reste fluide quand on a plusieurs applications qui sont ouvertes. Et c'est ce qui fait aussi qu'on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on rentre dans une crise de la RAM et c'est pas juste que ça va un petit peu augmenter, que cette crise va un petit peu augmenter, c'est vraiment une hausse qui est très violente des prix de la mémoire pour le moment, au point qu'il y a certains analystes qui prévoient carrément que les PC entrée de gamme à moins de $500 disparaissent complètement d'ici 2028. Or, il y a quand même encore pas mal de petits PC à moins de $500 aujourd'hui. Alors, donc la mémoire d'abord, la RAM, c'est une mémoire qui est rapide, qui sert vraiment d'espace de travail pour les appareils qu'on a, donc les appareils informatiques, les smartphones, etc. Et qui fait qu'on peut vraiment utiliser plusieurs choses en même temps. Il y a plusieurs familles de RAM. Il y a la DDR4, la DDR5. Ça, c'est la mémoire qu'on utilise à la maison, hein, dans son ordinateur. C'est surtout dans les PC, les serveurs. Il y a une RAM qu'on appelle la LPDDR. C'est une RAM qui est surtout utilisée pour tout ce qui est smartphone ou bien pour des laptops qui sont très fins. Et c'est souvent des laptops où la RAM est soudée. Et puis, il y a la star du moment, c'est le HBM. C'est High Bandwidth Memory. C'est une RAM qui est super rapide, qui est empilée et qui est utilisée dans les GPU des data centers, principalement pour l'IA. Et ça, c'est considéré aujourd'hui comme de l'or industriel. Et c'est une des causes vraiment principales de la crise qu'on traverse aujourd'hui. C'est que tout simplement, l'IA, dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, dévore complètement la mémoire. C'est vraiment la ressource, la source d'énergie principale, si vous voulez, de votre intelligence artificielle, c'est la RAM. Et donc, quand on va vouloir entraîner des modèles en intelligence artificielle, en fait, on va pas simplement acheter un
peu de RAM, on va vraiment monter des data centers complets avec des GPU. Les GPU, ça réclame énormément de mémoire rapide, donc la HBM que je viens d'évoquer, et les serveurs qui sont autour pour faire tourner tout ça ont besoin pas mal de DRAM. Alors le résultat, c'est quoi? C'est que les fabricants qui fabriquent ces RAM, eh bien, ont tout simplement un intérêt purement économique de privilégier la mémoire la plus rentable et qui est pour le moment celle qui est faite pour l'IA. Et donc il reste moins de capacité de production pour les RAM qui sont plus grand public, comme pour les PC, les smartphones, les consoles de jeux, etc. Et on a donc en fait pas seulement un phénomène qui fait qu'on va produire moins, mais c'est surtout qu'on va produire autre chose. Et donc, on va produire aujourd'hui de la RAM qui est plus rentable plutôt que de simplement produire moins de RAM qui est moins rentable. Et il y a des chiffres qui font un petit peu peur parce qu'il y a des prévisions qui disent que pour le premier trimestre 2026, par exemple, il y a une hausse des prix contractuels pour la DRAM qui serait de 90 à 95% sur le trimestre. Donc, c'est quasiment doublé en un trimestre. Et pour la NAND, on parle de 55 à 60%. Alors, il y a des grands constructeurs comme HP qui ont expliqué que le coût de la mémoire a doublé en un trimestre et que la mémoire représente jusqu'à 35% du coût des matériaux d'un PC. Et donc, si 35% des coûts du matériau du PC ce prix-là double, inévitablement, le prix des ordinateurs va vraiment exploser également. Donc les conséquences directes pour le grand public, d'abord c'est que les prix vont monter évidemment, donc sur toutes les gammes de produits tech qui utilisent un petit peu de mémoire. Donc on le rappelle, même si vous n'êtes pas un grand féru d'informatique, si vous avez un smartphone, vous avez de la RAM entre les mains. Donc c'est déjà une très grosse pression pour le particulier. Il y a aussi ce qu'on appelle la shrinkflation, c'est-à-dire que pour le même prix, les ordinateurs qu'on va proposer en fait vont être moins performants. Donc on pourrait avoir l'impression que je peux acheter un nouveau PC et les prix restent stables, mais en fait pour le même prix, vous allez avoir un PC qui sera moins puissant que auparavant. Et donc les PC milieu de gamme qui aujourd'hui sont plutôt aux alentours de les smartphones milieu de gamme qui sont aujourd'hui plutôt aux alentours de 8 à 12 gigas pour un smartphone ou bien de 16 gigas sur PC, ça pourrait repasser à 8 gigas en standard, et 8 gigas sur Windows 11 par exemple, c'est clairement très limite. La troisième conséquence, c'est les délais et les modèles entrée de gamme qui sont vraiment menacés. Donc le marché de l'informatique en 2026, on risque vraiment de plus trouver ces ordinateurs à bas prix qui suffisent parfois amplement pour monsieur, madame, tout le monde qui va juste aller consulter un site web et faire ses paiements en ligne. Mais aujourd'hui, le prix de l'informatique va peut-être vraiment augmenter. Et alors, il y a un petit bonus, c'est que aujourd'hui, la DDR4, donc la mémoire qui est la plus répandue pour le moment, mais on est en train de migrer vers de la DDR5, et si on produit plus alors que les PC passent à une nouvelle technologie, on va se retrouver là aussi avec une très grosse pénurie. Et alors pour ceux qui n'ont pas de smartphone et qui n'ont pas de PC, ils ont peut-être quand même une console de jeu à la maison. Là aussi, les consoles de jeu sont des appareils qui consomment des GPU, donc des cartes graphiques très puissantes qui utilisent de la RAM, de la VRAM, etc. et donc qui sont aussi impactés. Est-ce que, parce que je te coupe 2 secondes, Xavier, et je m'adresse aux informaticiens qui sont dans la pièce. Est-ce que, parce qu'on le sait, à chaque pénurie, l'industrie s'adapte. Prends l'exemple des grandes crises pétrolières. Regardez les disques vinyles sortis à ces époques-là, ils sont beaucoup plus fins. Par exemple, on a continué à sortir des disques, malgré tout, mais les galettes étaient plus fines. Est-ce que, quelque part, les informaticiens, les gens qui codent, qui font des programmes, ne vont pas s'adapter à cette pénurie, en codant peut-être différemment, en essayant de contourner le problème, en utilisant peut-être, en étant moins gourmand en RAM? Est-ce que c'est possible, techniquement? Est-ce qu'on a absolument besoin
besoin de la RAM. Tu peux rendre, Seb a très bien parlé de l'optimisation au niveau de l'IA, donc tu peux rendre tes programmes un petit peu moins gourmands en termes de mémoire, mais le problème c'est que les gens utilisent de plus en plus d'applications différentes. L'IA, on l'a dit, c'est ce qui consomme le plus, et donc ça c'est pas prêt de s'arrêter. Le phénomène de l'IA, pour moi, on en est qu'au balbutiement, ça va vraiment exploser dans les prochaines années. Les jeunes, aujourd'hui, moi je vois mes enfants, mais ils sont déjà très familiers avec l'IA, ils l'utilisent quasiment tous les jours pour chercher, pour avoir des réflexions, analyser certaines choses qu'ils comprennent pas, etc. Alors, c'est pas toujours la meilleure des solutions, et ça je leur apprends aussi, mais c'est un fait. Là, on est qu'au début, et ça va être utilisé de plus en plus fréquemment. Donc, il y a une autre conséquence, c'est aussi dans les entreprises. On a les entreprises qui vont devoir s'adapter. Le parc informatique qui est renouvelé en général dans des entreprises tous les 3-4 ans, parfois même un peu plus vite, va devenir beaucoup plus cher à renouveler. Il y a des fournisseurs informatiques qui vont commencer à proposer des configs un peu bizarres avec des laptops pro mais qui ont très peu de RAM. Pour les data centers, moi je pense qu'on va avoir des prix qui vont augmenter éventuellement aussi. Et alors on risque peut-être d'avoir aussi ce qu'on a connu il y a quelques années, et ce qui m'avait d'ailleurs fort impacté, c'est la pénurie des composants. C'est que des grosses boîtes vont peut-être faire des stocks de machines ou des achats anticipés, et du coup créer ou accentuer en fait une pénurie dans le secteur informatique. Donc voilà, si vous comptez, un petit conseil qu'on pourrait donner pour le grand public, c'est que si vous comptez acheter un PC en 2026, moi je privilégierais fortement un modèle où on peut faire évoluer la mémoire RAM. Donc moi, je suis un mauvais exemple. Mon laptop, c'est un laptop où la mémoire est soudée, mais j'avais pris directement énormément de mémoire dessus. J'ai bien fait puisque ça date déjà d'il y a un an. Mais si vous achetez un ordinateur aujourd'hui, moi, je vous conseille de regarder qu'il ait la possibilité de rajouter de la mémoire plus tard, parce que peut-être que d'ici 2 ans, le prix va commencer à redevenir un petit peu plus correct. Et pour les entreprises, une solution, ce serait de standardiser en fait des configurations minimales et de prolonger un peu la durée de vie de certains appareils, comme tu l'as dit, en optimisant parfois ou en patchant. Par exemple, on a vu que Windows 11 commençait à s'imposer et qu'il y a des sociétés qui devaient absolument passer. Peut-être qu'il y a moyen de trouver des solutions pour ne pas devoir changer tout de suite, quoi. Voilà. Mais donc c'est un facteur, oui. C'est un élément qui est assez important dans le secteur de l'informatique pour le moment. C'est une affaire à suivre, comme on a l'habitude de le dire, et on va passer à la suite si ça vous dérange pas, parce que le temps passe à une vitesse, c'est incroyable. Et pour conclure cet épisode, ce 13e épisode de la saison 12, c'est avec Thierry que ça va se passer, parce que Thierry s'est mis, alors, pas par jalousie, par envie, je sais pas, il y a trop d'informaticiens dans ce podcast, il s'est mis lui aussi à coder. Mais oui. Hein, mais sans coder. C'est devenu une passion, voilà, c'est ça, faire des trucs, fabriquer des choses. Mais oui, voilà, exactement, se sentir utile et tout ça. Ouais. Ça me rappelle la nostalgie de mon VIC-20 où je tapais du basique, et puis maintenant, j'ai plus besoin de le taper parce que c'est plus du basique, et puis en plus j'ai plus besoin de taper du code, même si j'ai aimé faire du CSS, du PHP, des trucs comme ça, mais le vibe coding, ce terme qui a priori, on prend un sacré coup de vieux, n'aurait été sorti que au début de cette année 2026. J'ai essayé de trouver des traces parce qu'il y a toujours quelqu'un, un journaliste ou un truc comme ça qui tout d'un coup lâche le terme, comme c'était le cas à l'époque avec le spam. Et c'est pas si vieux que ça. Alors j'ai appelé ça coder sans coder, la révolution des outils, parce qu'en fait,
en prolongement du thème qu'on a traité plus haut dans cet épisode, eh bien oui, ces outils, ils sont de plus en plus accessibles et moi, je passe des nuits blanches à m'amuser. C'est complètement fou. Il y a Claude Code, il y a Open Code, il y a OpenClaw, voilà, qui a changé 3 fois de nom, etc. Et puis la notion d'agent et ce genre d'outils qui débarquent comme ça pour vous faciliter la vie. On en parlait avant avec Seb pour se dire, ben voilà, à quoi ça sert et quel est l'objectif? Eh bien, c'est d'aller vers du mieux, du plus joli ou du plus simple ou du plus rapide. Moi, quelque chose qui me faciliterait la vie, c'est quelque chose qui me ferait dormir la nuit, mais pas faire des nuits. Alors après, mon but, c'est de dormir pendant que lui, il bosse. Mais voilà, je suis pas encore là, mais j'en suis quand même à 3e installation d'OpenClaw sur 3 ordinateurs différents. Voilà, bon, ça c'est juste pour le fun. La petite parenthèse, en fait, pour faire super court dans cette chronique, je pourrais dire que très souvent, les médias, ils se lancent là-dessus en disant, bah, ça y est, c'est la mort du développeur et tout. Il faut juste se rappeler que c'est des développeurs derrière qui ont créé ces outils, déjà, tant qu'à faire pour un petit peu resituer le débat. Et puis l'autre chose, je viens de vous parler d'OpenClaw et il y a une seule instance, il y a une seule installation qui a marché du premier coup, qui a été nickel. C'est la seule dont j'avais pas besoin parce que je l'avais testé d'abord sur mon laptop et je voulais pas la garder sur mon laptop. Donc après, j'ai eu que des ennuis à essayer de le faire sur un serveur dédié, sur une autre machine. On vous vend partout et ça m'énerve de voir des youtubeurs dire « Ah, OpenClaw, c'est ça, tu fais ci, une ligne de commande, puis ça marche et tout, puis tu verras, faut pas suivre les youtubeurs. » Non, c'est des gros déconneurs, ils disent n'importe quoi. Donc le vibe coding, je mets des très grosses guillemets pour se dire que il va falloir quand même mettre les mains dans le code et à l'inverse, moi qui ai eu la patience de le faire, eh bien en fait, je me suis retrouvé à redécouvrir une passion, le code, le langage, etc., que j'avais plus touché depuis de nombreuses années. Et peut-être que c'est une reconversion en venir. On va pas se mentir. Exactement. Voilà, c'est un petit côté, expérimental aussi. Ouais, voilà. De pouvoir toucher soi-même, de pouvoir s'amuser soi-même, de pouvoir le faire à la maison sans risque. Enfin, parler à son truc. Voilà, exactement. Et je vous ai mis des articles. Il y en a un de Bilan, donc un magazine suisse qui est plus tout jeune. L'article, eh bien, pour parler justement des risques et des opportunités. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on en parlait déjà. Et puis Newstack qui parle aussi effectivement de ce que ça pourrait amener ou pas dans la profession du développeur ou du codeur en général. Chacun y trouvera son compte, peut-être, mais je sais que dans l'équipe, il y en a 2 en tout cas qui ont réagi l'un après l'autre. D'abord Sébastien, qui voulait rajouter aussi à ce que tu voulais dire, et par rapport peut-être au contenu des articles que tu partages avec nous, parce qu'il y a toujours à boire et à manger là-dedans, et il faut un peu relativiser aussi. Sébastien. Il se trouve que mon métier se transforme à ça pour le moment, c'est à expliquer aux entreprises, aux développeurs des entreprises, comment utiliser les agents d'IA pour être plus productifs. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de vibe coding l'année passée. Ça marche bien pour des petits projets, pour jouer, pour expérimenter, pour prototyper. Le retour des entreprises, c'est que ça marche pas sur du plus gros projet. Et il y a d'autres techniques qui se développent pour le moment. Je vais en citer 3 parce qu'il y en a, enfin 2 et une, j'ai oublié le nom, donc 3. Une qui est le spec driven development, c'est-à-dire qu'au lieu de dire à l'agent code-moi une application qui fait ça, même si tu as un prompt de 2 pages, souvent ça marche pas. Donc tu lui dis réfléchis à comment tu ferais une application, quels sont les specs pour faire ça. Et tu obliges le modèle à générer d'abord les specs. Sur base de ces specs, tu lui fais générer un design et puis sur ce design, une liste de tâches comme une to-do list, il faut faire ça. 12 secondes, c'était même pas obligé de faire appel au même modèle de langage. Non, ça peut être des modèles. Oui, bien sûr. Dans le chat GPT, il y a aussi une technique qui s'appelle AI SDLC. Donc SDLC, c'est Software Development Lifecycle, mais basé sur l'IA, où là tu mets l'agent au centre et c'est lui qui te pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez ça ou ça? Et sur base de tes réponses, on en revient en main, il crée des specs, etc. Et puis la dernière technique, j'ai oublié l'acronyme et je m'en excuse, c'est BAM quelque chose, BOMD. Mais tu pars du brainstorming. Le B, c'est brainstorming.
brainstorming. Et l'idée, c'est toujours la même, c'est d'essayer de collecter les idées de ce qu'on veut faire et puis de laisser des agents réfléchir sur comment le faire et puis seulement le laisser faire. Et là, on arrive à faire des applications. Pas plus tard que cette semaine, à l'heure où on enregistre, j'ai écrit une application from scratch en un jour. Il faisait pas beau le week-end passé à Lille. Je disais tout à l'heure que je promptais mes IA à la voix. Donc j'ai écrit une application de dictaphone parce que je me demandais comment ça marchait, où j'appuie sur une hotkey, je parle à mon truc, il invoque un modèle local, Whisper, qui est un modèle très connu open source d'OpenAI justement. Il transforme ma voix en texte et insère le texte à l'endroit où se trouve mon curseur. Donc ça marche avec toutes les applications, que ça soit Word, avec IRC aussi, ou un agent. Ouais, n'importe quoi. À partir du moment où tu peux rentrer du texte, tu peux. Et ça m'a pris une journée de le faire ça en le faisant bien, sans faire du vibe coding, en lui mettant des skills, donc des guides techniques qui lui expliquent comment couvrir tel aspect technique ou tel autre, parce que sinon il va partir en vrille, il va inventer s'il sait pas. Donc pour le cadrer, en l'obligeant à analyser son code aussi. Une fois qu'il a généré un truc, je lui dis ok, maintenant regarde toutes les API, les anciennes API qui sont dépréciées, etc. Si tu dois moderniser ce code que tu viens de générer, quelle serait ta liste de choses à faire et tes recommandations. Et toujours passer par cette phase d'analyse, de dire le faire réfléchir sur ce qu'il doit faire et puis le faire. C'est super efficace. Les seniors développeurs ou les seniors en général, Thierry, reprennent plaisir à coder, parce que on ne doit plus faire la plomberie, d'écrire des structures de données, etc. Il le fait pour nous. On peut reprendre plaisir à créer, vraiment à imaginer. Et les juniors peuvent apprendre à coder si on leur apprend à prompter, si on leur apprend à guider le truc, ils peuvent aussi utiliser le système pour être challengés, pour dire tiens, comment tu améliorerais ça, ou qu'est-ce que j'ai oublié là, et voilà. Donc c'est aussi bénéfique pour les juniors que pour les seniors. Le métier du développeur est en train de changer, il a déjà changé, il va encore changer, c'est plus la même chose, mais ça veut pas dire, et je rejoins Thierry, qu'on n'a plus besoin de développeurs. Au contraire, je crois que ça va faire un appel d'air pour en avoir encore plus. Mais ça peut être le sujet d'un dossier ou d'un autre. Non, t'as raison, et de créer beaucoup plus d'applications. Oui, parce que le coût de la ligne de code baisse. Donc, quand le coût d'une ressource baisse, il y a un appel d'air, ça s'appelle l'effet Jevon en économie, ça s'appelle l'effet rebond. Et la moindre petite entreprise ou même la boulangerie du coin qui se dit tiens, moi j'aurais bien besoin d'une application pour faire telle ou telle chose dans ma boutique, il aura sa propre application. Il pourrait le faire lui-même ou quelqu'un qui s'y connaît un peu pourrait le faire relativement facilement, là où c'était inaccessible avant. Si un podcasteur veut faire une application de gestion des calendriers et des playlists, par exemple, il pourrait le faire. Par exemple. Mais c'est la même démarche que ouvrir un blog, tu vois, ou un site internet. Exactement. Pour une petite entreprise, il y en a qui se débrouillent bien, le soir, ils ont un peu de temps, ils font leur petit blog WordPress dans leur coin, et puis il y en a d'autres, ils ont pas le temps, ou ils ont pas envie, ils confient ça à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus, et qui va le faire à leur place pour pas trop cher, et chacun a un truc un peu à façon, quoi. Xavier avait levé la main bien avant ça. Oui. Alors, c'est marrant parce que j'allais commencer par une des conclusions de Seb pour dire que justement le métier de développeur est en train de changer, mais complètement, et ça va être complètement chamboulé. Je m'intéressais déjà au sujet il y a 1 ou 2 ans, et il faut se dire que ça évolue à une vitesse incroyable. Ce qu'on disait il y a 1 ou 2 ans par rapport au métier de développeur, etc., par rapport à l'IA, n'est absolument plus vrai aujourd'hui. Ça évolue à une vitesse qui est folle. Et j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience. Donc, moi, j'ai une formation de développeur, mais ça fait des années que je ne travaille plus en tant que développeur, à part pour des petites choses vraiment ponctuelles. Donc, j'ai été un petit peu largué sur des langages de programmation plus récents et autres. Et j'ai en projet de lancer une application depuis très longtemps à laquelle je crois beaucoup. Je ne vais pas en parler ici, mais l'idée c'est que comme par manque de temps, je ne m'y suis jamais attelé parce que ça m'aurait demandé beaucoup d'efforts, parce que je devais apprendre des nouveaux outils, des nouveaux environnements de codage, un nouveau langage de programmation, et tout simplement ça me prenait du temps.
Donc j'ai fini par demander une offre à une entreprise pour développer ça, après avoir fait un cahier des charges quand même et bénéficier de mon expérience de développeur pour faire un cahier des charges assez précis, parce que c'est une des difficultés quand on n'est pas développeur, c'est d'exprimer de manière compréhensible et de penser à tout ce qu'une application doit faire. Très souvent, quand vous êtes un novice, vous vous dites, moi j'ai juste besoin d'une application qui fait ça, mais en fait, vous avez oublié plein de choses, vous avez oublié la sécurité, vous avez oublié que les gens ne vont peut-être pas faire ce que vous pensez qu'ils vont faire. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qu'il faut prévoir. Et donc, un cahier des charges qui est bien rédigé, c'est déjà une grosse partie du travail. Et donc, je m'étais dit, je vais demander une offre à une agence de développement. Et cette agence de développement m'a sorti un budget il y a 2 ans de 24 000 €. Alors, vu le montant, je me suis pas lancé dans l'affaire, même si c'était un budget qui me semblait justifié. 1 an après, j'ai commencé à jouer avec ChatGPT et je me suis rendu compte qu'en fait, en quelques heures, avec ChatGPT, je pouvais faire un sprint. Alors, un sprint, c'est une partie du code que l'agence me commercialisait à 8 000 €. Donc, en 1 an, sans compétences autres que une expérience de la compréhension du code, etc., puisque j'en ai fait quand même par le passé, j'ai pu faire l'équivalent d'un tiers de ce que l'entreprise m'avait proposé. Aujourd'hui, j'ai un ami, salut François, qui m'a présenté une application qui s'appelle Cursor et qui fait très bien ce que Seb a décrit, c'est-à-dire qu'on peut diviser aujourd'hui plusieurs tâches avec différentes choses. Et donc, une application va pouvoir planifier tout ce que et analyser votre demande, faire vraiment une to-do list de tous les éléments qu'il y a à faire, et puis derrière, il y a des agents qui peuvent réaliser ça. Alors, cette application, c'est complètement fou parce on peut s'y adresser vraiment en étant absolument novice en la matière. Le système, avec ses agents va pouvoir installer les environnements, etc., que vous avez besoin. Et donc, pour quelqu'un qui a juste la capacité de bien décrire correctement et de comprendre un petit peu ce que l'agent lui répond, il y a moyen de faire des choses qui sont aujourd'hui complètement folles. Moi, j'ai réussi à faire en 2 jours, en ayant besoin d'installer des environnements de développement, etc. Et quand on n'a pas l'habitude, ça prend quand même en soi déjà pas mal de temps. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas encore à la portée de tout le monde. Mais en ne connaissant pas le langage de programmation, en ne connaissant pas l'environnement de code, etc. Aujourd'hui, j'ai une application qui est fonctionnelle que j'ai pu déployer dans le Play Store, alors que j'avais jamais déployé une application dans le Play Store, et ceux qui l'ont déjà fait vont vous dire à quel point c'est pénible, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à mettre en place au niveau sécurité, au niveau de description de l'application, etc. Et cette application, simplement avec des échanges textes, comme on parle à ChatGPT, m'a permis réellement de faire une application qui aujourd'hui m'aurait été facturé il y a 2 ans 24 000 €. Donc le métier la conclusion de ça, c'est que le métier de développeur est en train de changer complètement. Pour moi, comme le disait mon ami François, d'ailleurs, le prix des lignes de code va être quasiment réduit à néant parce que aujourd'hui les intelligences artificielles ont assimilé l'ensemble du code qui est disponible sur tous les forums et tous les repositories. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'on veut faire, de savoir le décrire, penser à tous les scénarios et avoir une application qui est bien pensée et qui est user-friendly. C'est ça aussi qui va être le défi aujourd'hui. Mais le code perd de la valeur clairement. Ça, c'est indéniable. Ok. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Sébastien, pour en conclusion, ou Aurélien, ou Thierry, ou mais c'est pas parce que le code perd de la valeur que les informaticiens ou les développeurs perdent de la valeur. C'est un autre niveau d'abstraction. C'est exactement comme avant, il fallait faire des trous dans une carte en carton pour programmer, où il fallait écrire des lignes d'assembleur. Maintenant, on prompte un agent de codage. La compétence perforateur est passée à autre chose. On est monté dans un niveau d'abstraction. Voilà, mais on pourra en parler pendant des heures, donc je me tais. Oui, alors moi je fais juste une petite dernière intervention. J'aime le partage et je vais faire les choux gras de Open Code que vous pouvez installer en local,
et qui est juste génial, parce qu'effectivement, on parlait hors micro d'avoir des workflows pour automatiser certaines opérations qui nous aideraient à faire ce podcast. Et ben voilà, c'est typiquement ce genre de choses, comme tu le disais, Marc, comme faire un site internet. Ben là, on peut designer un petit truc, on n'est pas obligé d'aller sur un store, on peut le faire tourner en local, on peut se simplifier la vie, et puis on peut le faire par soi-même. Donc restez curieux, donnez vos retours dans les commentaires OpenCode si vous avez déjà mis les doigts là-dedans, ou OpenClaw également. Moi, ça m'intéresse parce que je suis mais dans une ère fantastique. J'adore ce qu'on peut faire actuellement. C'est trop génial. Mais comme je disais, restez attentifs parce que tout ça est bien joli, tout ça est même émouvant, technologiquement surprenant et passionnant. Mais malgré tout, restons vigilants par rapport à cette technologie que finalement on maîtrise de moins en moins. Je sais pas si on est de plus en plus éloigné de la machine, de plus en plus éloigné de l'aspect de ce qu'il y a derrière tout ça. Donc restons tout de même attentifs à tout ça. Voilà qui conclut donc cet épisode. Je le disais, passez de très bons moments à notre écoute. On se retrouvera très prochainement. Je sais pas encore avec quoi. Ce sera dans 2 semaines. Le quatrième mardi de ce mois de mars. On se dit à très bientôt. Merci à tous les quatre. Oui. À très bientôt. Salut. Salut.